Merci, je crois que je suis, à écouter Michel Cartier, le lion de Paris, après celui de New York. Hein, c'est bien ça. Et comme par hasard, le lion de Paris pense comme Michel Cartier. Je pense qu'en vous pouvez tout de suite mettre le... Voilà mon expérience, qui est une expérience à la fois d'entreprise, qui est une expérience de territoire. Monsieur le Premier ministre. Mais avant même de parler d'expérience, je voudrais quand même vous parler de ce que je n'ai pas entendu, effectivement, depuis ce matin. C'est quelque chose d'énorme qui est l'évolution de la pensée. Nous entrons dans la troisième ère de la pensée. La première, alors, initialement, j'étais convaincu qu'il fallait que je parle des Iroquois. Parce que c'est le peuple qui, à partir de la sédentarisation, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, à moins 8 000 avant Jésus-Christ, jusqu'à moins 3 000, c'est-à-dire jusqu'au début de l'Antiquité, pensait essentiellement dans un mode acausal, un peu comme aujourd'hui nos amis parisiens quand ils sortent du spectacle d'Alain Choquette, le magicien. C'est-à-dire que tout événement est dans l'instant. Et Monsieur le Premier ministre, hier, nous a dit, mais l'innovation, c'est un mot magique. Mais oui, Monsieur le Premier ministre, l'innovation, c'est un mot magique parce qu'il y a, avant cette innovation, elle n'a pas de passé. Elle est effectivement vécue dans l'instant. Et donc, de ce point de vue, le monde de l'époque était un monde holistique. C'est-à-dire où tout était, bien sûr, au niveau de la peuplade, et des Iroquois en particulier. Alors, ce n'est pas les mêmes que ceux que vous avez rencontrés après l'an 1000, Michel Cartier. Non, c'était tout à fait différent. Et cette ère de la pensée a été changée à partir de l'Antiquité. Pourquoi ? Parce qu'à l'Antiquité, nous découvrons l'écriture. Et l'écriture, c'est au fond quelque chose que nous écrivons à un instant du passé et que nous lisons dans le présent. C'est-à-dire, nous faisons émerger l'idée du temps. Et à partir du moment où nous avons fait émerger l'idée du temps, à moins 3000 avant Jésus-Christ, là, tout d'un coup, on prend conscience qu'il y a non plus de la causalité, c'est-à-dire que tous les événements comme ça arrivent par hasard, par magie, mais on prend conscience qu'il y a une cause qui provoque une conséquence. C'est l'émergence de la logique, c'est l'émergence de la science. Et quand nous n'arrivons pas à comprendre, nous disons c'est le mystère. Et le mystère, c'est Dieu. Et on voit progressivement cette centralité de la pensée apparaître à partir de l'Antiquité. Premier temps de la centralité, c'est simple. C'est ce que je faisais avec ma petite sœur. Je lui piquais sa poupée. Et elle pleurait, comme vos petits-enfants. Moi, j'en ai 8, un de moins que vous. Et elle pleurait. Et moi, je recevais des gifles de mes parents qui disaient « on ne prend pas, on n'a pas le savoir-prendre, c'est dangereux ». Et ce savoir-prendre, c'est toute l'époque qui va pratiquement jusqu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'époque du guerrier. Et dans cette époque du guerrier, où on imaginait la centralité pour la nature, c'était le géocentrisme. La Terre est au centre du monde. Mais pour le guerrier, c'était quoi le centre de l'homme ? Réponse ? Le foie. Car c'était le centre des humeurs qui donnait la force au guerrier pour prendre à l'autre. Bien sûr, Braudel nous dit quand les guerres sont un peu dangereuses pour les uns et les autres, on passe alors à une autre forme du savoir,
qui est le savoir échanger. Ce que je faisais avec ma petite sœur après, en lui disant « tu me passes ta poupée, je te passe ma voiture ». Et le savoir échanger, à ce moment-là, on voit apparaître comme élément central de nos sociétés, non plus le guerrier, mais le banquier. Et cet échange du banquier, comme par hasard, amène à ce qu'au centre, l'organe le plus important de l'homme, ce n'est plus le foie, c'est le cœur. Mais vous pensez bien qu'une date importante était 1633. Pourquoi? Parce qu'à cette date-là, la religion et la science se séparent. La religion essaye de condamner Galilée, qui croit au centralisme, à la centralité non plus de la Terre, mais du Soleil, l'héliocentrisme. Et Galilée est obligé, car la religion n'est pas d'accord, de réfuter ce qu'il pense, parce qu'il pense, lui, que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. Et à ce moment-là, la science prend son envol, la religion de son côté. La science se développe et nous arrivons au siècle des Lumières où là se pose une chose extraordinaire. C'est qu'au fond, c'est plus le banquier l'élément clé. C'est la connaissance, c'est l'innovation, c'est l'écolier. C'est l'écolier, et quand on pense que l'écolier, tout se passait par l'école. Nous sommes tous progressivement, y compris dans les régions les plus anciennes, maintenant tout le monde, où on cherche à ce que tout le monde aille à l'école. Et à ce moment-là, ce qui est au centre de l'homme, ce n'est plus le cœur, mais c'est le cerveau. C'est le chef, avec notre couvre-chef à l'époque, qui nous permet de développer de la logique. Et là, on s'aperçoit que nous sommes toujours dans cette centralité, mais cette centralité, elle va même jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, où nous avons à la fois la radio, la télévision, le téléphone, qui là nous permet non plus d'avoir comme élément central de la société l'écolier, mais d'avoir le modèle, le chef. Le chef en couture, le chef, le père, le prof, mais aussi le patron en couture, le modèle. Et ce modèle extrêmement dangereux de cette société qui a tendance à trouver son chef, parce que c'est le XXe siècle qui fait qu'un certain nombre d'hommes suivent le chef de bande, qui était Hitler, ou le chef des Khmers rouges, ou le chef patron d'entreprise, autocrate dans son entreprise. Voilà la société de la pensée centralisée, de la pensée centrale. Et en écoutant quelquefois un certain nombre des intervenants, je me dis qu'on est encore quelque part dans cette pensée centrale. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est que, comme pour l'écriture qui nous fait prendre conscience du temps, Internet nous fait prendre conscience d'autre chose. D'autre chose dont, tiens, comme par hasard, ça va faire 1 siècle l'année prochaine que nous passons dans la centralité à quelque chose de différent, qui est la vision d'Albert Einstein dans son livre de 1915 sur le cosmos, et que nous avions de la même façon en physique quantique chez Planck. C'est-à-dire, nous rentrons dans un monde dans lequel nous ne sommes plus dans la causalité linéaire, mais nous sommes dans une causalité boucle. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans la centralité d'un chef de bande, mais nous sommes dans la systémique. Et il a fallu l'affaire Lehman Brothers pour que les banquiers s'aperçoivent qu'on était rentré dans la systémique. C'est-à-dire dans la multiplication des facteurs qui fait qu'on interagit en permanence les uns avec les autres et que le monde n'est pas plus compliqué, mais plus complexe. Plus complexe, c'est-à-dire plus imprévisible.
et dans lequel chaque individu, à travers son action, provoque des réactions de tous les autres. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que nous sortons de la centralité, comme par hasard, moi qui ai été, bien sûr, je me suis occupé de la science en Europe, et j'ai découvert que les neurologues, ils ne considèrent plus que le cerveau est au centre de l'homme, mais que ce sont les interactions du cerveau, du cœur, du système nerveux, etc. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une vision systémique de l'homme. Et progressivement, la mécanique quantique nous dit, mais on sort aussi du binaire. On peut voir une même particule à deux endroits différents. Nous sommes dans la relativité de l'espace-temps. Et le fait de voir dans un espace-temps différent fait que les rôles changent. Et si je vous ai montré ce document de mon entreprise, une petite entreprise qui fait 3000 personnes, c'est parce qu'elle a une organisation comme le vivant. Oh, j'ai entendu beaucoup l'innovation, 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 Monsieur le Premier ministre. Mais la nature, à travers son organisation, en passant de la particule, la monocellule et ensuite le pluricellulaire, il suffit d'aller voir dans les récifs de la mer pour voir l'immensité des espèces, l'immensité des couleurs, l'immensité des formes, etc. Et qu'au fond, le vivant, il est innovant. Il est très innovant. Eh bien, mon sentiment aujourd'hui, c'est que si nous donnons à chaque individu la capacité de définir lui-même ce qui, au fond, est son univers d'entrepreneur, nous pouvons atteindre cette même innovation que celle du vivant à partir du moment où nous ne sommes plus dans une centralité qui se décentralise, mais dans des individus qui se synthétisent à travers le groupe, à travers le groupe du groupe, à travers le groupe du groupe du groupe, etc., tel que nous l'a montré Michel Cartier. C'est ça la conviction que je voulais vous faire passer, c'est ce sentiment que les choses évoluent au point... Ah, excusez-moi, mais la puce a des difficultés, si? Non? C'est celle-ci? Ah, c'est le vert qui fait ça, oui. On va voir. Le bouton vert. Oui, oui. Non, parce que c'est pas comme vous. C'est encore une autre. Il faut faire du zoomage. Il faut non plus faire du PowerPoint, parce que votre PowerPoint, c'est comme un livre. C'est un déroulement dans le temps des pages les unes après les autres. Et aujourd'hui, la génération qui arrive dans l'espace-temps, c'est essentiellement de l'image qui zoome. Et c'est pour ça que je vous ai présenté cet outil un peu différent, si vous voulez, du PowerPoint. Hein. Au départ, Jean-François m'avait demandé mon PowerPoint. J'ai dit, je préfère quelque chose qui correspond à l'évolution aujourd'hui de l'espace-temps, c'est-à-dire l'image. Et on le voit, cette évolution qui va vers ce qui est quoi? Le créateur. Car dans l'espace-temps, ce n'est plus, bien sûr, le guerrier, ce n'est plus le banquier, ce n'est plus l'écolier, ce n'est plus le modèle. Ce qui fait force dans cette société à venir, dans ce changement d'air, c'est le créateur. Alors le créateur, c'est qui? C'est le chercheur qui est dans la sérendipité, c'est-à-dire qu'en général, il trouve là où il ne cherchait pas. C'est l'artiste qui a besoin d'aller au-delà du présent pour avoir le sentiment de vivre. Et c'est l'entrepreneur, tel le gibbon qui passe d'une prise à l'autre. Entreprise, entrepreneur, c'est quelqu'un qui part d'une prise dans laquelle il sait où il est à une prise qui va dans l'inconnu. Et c'est cette dimension de l'entrepreneur qui est aujourd'hui extrêmement importante. Et ce que je crois,
c'est que dans ma petite entreprise de 3000 personnes, j'ai 3000 créateurs, j'ai 3000 entrepreneurs. 3000 entrepreneurs. Dur. Dur. Dur, mais facile à comprendre. Hop, on va essayer d'aller voir. Excusez-moi, ça dérape un peu, là, j'ai l'impression. Allez, hop. C'est parce que chez Google, ça marche mieux qu'ici, hein, mais voilà. Alors, hop, on va aller un peu plus bas. Et voilà l'entrepreneur qui est dans mon champ économique. Pour ça, c'est pour ceux qui sont dans le champ économique, vont être en contact avec l'environnement parce que la liberté absolument essentielle, c'est de dépasser la contrainte. Et la contrainte, elle est environnementale. Elle est ce que le client demande. Elle est ce que l'environnement nous demande. Et dans cette dimension-là, nous avons besoin, excusez-moi, de quelqu'un qui est singulier. C'est notre singularité à tous qui va faire que nous serons entrepreneurs. J'ai entendu tout à l'heure des gens, on me disait, il y a des gens qui ont des talents et des gens qui n'en ont pas. La réalité, c'est que nous avons tous des talents, mais pas les mêmes. Dans ma ville, je prends un petit exemple. Tout à l'heure, il y a une dame en haut qui m'a dit, qui était dans la cabine technique, qui m'a dit, nous les Québécois, on est considérés comme des débiles. Et je lui ai dit, mais le débile a du talent. Le débile a du talent parce que, par exemple, un handicapé mental qui a énormément de difficultés avec la logique, qui a une incapacité à faire de la science au sens de la logique, est quelqu'un qui a une qualité essentielle, c'est la finesse. C'est la capacité à sentir les émotions, une capacité à comprendre les émotions. Et quand on a fait faire avec une association culturelle qui a employé des handicapés pour lire des poèmes de Prévert, la salle pleurait. La salle pleurait comme si ça avait été des comédiens de la Comédie Française, c'est-à-dire des hommes d'une très grande puissance. Pourquoi ? Parce que la façon dont ils disaient les choses était extraordinaire. Mais de la même façon qu'un aveugle a des qualités auditives bien supérieures à vous. Et donc, nous n'avons pas tous les mêmes talents, mais nous avons tous du talent. Et toute la problématique, c'est d'aider l'ensemble de nos salariés à découvrir leurs talents. Et je dirais presque, puisque j'ai travaillé effectivement dans le secteur de l'entreprise, mais aussi dans le secteur du territoire, mais aussi à l'école, à l'université avec des enfants, et de m'apercevoir qu'à ce moment-là, l'ensemble des élèves avaient des qualités pas toujours les mêmes. J'ai vu dans... Oh là, je dépasse mon temps, mais je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi, je suis hors de mon sujet, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir vu dans les journaux de la presse de Montréal qu'une catégorie était actuellement considérée que votre Premier ministre était scandaleux parce qu'il n'aide pas les enfants en difficulté. Il n'aide pas les enfants en difficulté. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces personnes de l'éducation qui n'ont pas encore compris que les enfants en difficulté apprennent beaucoup plus vite avec d'autres enfants qu'avec leurs professeurs. Et qu'il s'agit essentiellement de faire du mentorat, ce que vous avez inventé ici au Canada, puisqu'avec un ami qui est le patron de Ubisoft, nous faisons en France du mentorat pour des petits chefs d'entreprise, en leur disant « Qu'est-ce que nous avons fait de notre carrière auprès de vous ?» Et ce mentorat pour aider les gens, pour apprendre plus vite, dans l'entreprise, nous ne faisons que ça. Du mentorat des meilleurs, ou de ceux qui veulent aller vers les meilleurs.
Et donc, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet échange entre les pairs, PAIR et non plus avec le père, dans cet échange, celui qui apprend le plus, c'est le mentor. Plus encore que le mentoré. Et donc, à la limite, l'instituteur mettrait ses enfants les uns à côté des autres et distribuerait lequel, en fonction de leur appétence, celui qui va aider l'autre. Vous n'avez plus besoin de crédit supplémentaire, Monsieur le Premier ministre. Et le problème est que dans nos sociétés, nous sommes encore très souvent dans ce mode de la centralité, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut un organe central qui va, lui, jouer le rôle. Eh bien, très sincèrement, oh, tiens, pendant que j'y suis, il y a quelque chose que je voulais vous montrer parce que tout à l'heure, oh, excusez-moi, on a parlé des talents, et là, je voudrais revenir. Oh. Allez, allons-y. Ah. Oh, c'est bien dommage. Ah si, je peux pas faire autrement que de vous le montrer. Voilà ce que l'école nous propose. Et voilà la parole d'Albert Einstein, qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Nous avons tous du talent. » Tout ça pour dire, parce que c'est quelque chose... Excusez-moi, mais c'est... Aïe, 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 aïe. Ah là là. C'est dommage, ce truc-là. J'aurais dû voir avant, hein, c'est quelquefois... Vous voyez, le rôle, non plus du chef de bande, mais du chef d'orchestre. Et c'est le rôle de tous ceux qui jouent un rôle managérial. Tout à l'heure, je buvais du petit lait avec Michel Cartier, qui disait il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de l'économique, l'entrepreneur qui répond à son environnement. Il y a la dimension du social, celui qui va travailler en intra-entrepreneur avec les autres et qui, dans cet intra-entrepreneuriat, va développer une fonction essentielle qu'on retrouvait dans les populations primitives, qui était le don et le contre-don, comme le dit Marcel Mauss. Un peu comme quand on se marie. La première fois, moi je me suis marié très jeune, Monsieur le Premier ministre, hein, et ma femme me dit... Chérie, je fais la cuisine, tu fais la vaisselle. C'est ça le don et le contre-don. Oh, très vite, j'ai acheté une machine à laver la vaisselle. Hein. Mais c'est ça le contre-don. Et dans une équipe, je peux vous assurer que quand les gens ont du respect les uns les autres, parce que pour se respecter, ils ont besoin de faire l'apologie du conflit. Ils ont besoin de se polir au contact du caractère de l'autre. À partir de ce moment-là, il y a une économie considérable que moi, ensuite, je vais vendre à mes clients. Dès qu'il y a de l'intra-entrepreneuriat, l'économie se fait au sein du groupe lui-même, qui, naturellement, va être vendu à l'extérieur et qui donne une rentabilité supplémentaire économique absolument nécessaire pour pouvoir résister à l'évolution économique du monde. Eh bien, il nous faut à ce moment-là quelqu'un qui joue le rôle de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, oh, c'est simple. C'est celui qui va jouer le rôle d'éducateur pour justement développer, aider l'individu à trouver sa singularité, aider l'individu à trouver son talent. Mais aussi, et j'ai entendu le mot tout à l'heure de Michel Cartier, être le catalyseur. Et dès que nous sommes dans une fonction managériale, manager ou manager de manager, j'ai 200 équipes managériales et j'ai 15 managers de managers. Et au-dessus, il y a un manager des managers de managers. Tout ça pour 3 000, on pourrait monter à peu près à 5 000, 6 000 avec de cette manière-là, mais on peut monter avec 2 échelons supplémentaires
ce que j'avais dans une ville de 50 000 habitants, sans problème. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a la capacité du catalyseur à créer du lien, c'est-à-dire un objectif de groupe, un objectif collectif, à travers non plus une consultation, mais une participation concertative de tous les gens qui fonctionnent dans l'équipe. Et le passeur a aussi une autre fonction, pas seulement, et un livre a été écrit sur mon expérience d'entreprise et de ville, qui a eu cette année le prix Syntec. La personne qui a fait ce livre n'est pas venue me voir, parce que dans la troisième dimension, il dit, c'est-à-dire la vôtre, celle du manager, il dit c'est l'arbitre. Non, le manager n'est pas l'arbitre. Le manager ne va pas arbitrer. S'il a une idée qu'il pense effectivement différente de celle du groupe, il va faire comme me l'a dit le Dalai Lama, pour des raisons que je ne vous explique pas. Je ne suis pas bouddhiste, hein, mais je l'ai aidé à embêter les Chinois, exactement. Hein. En réalité, parce que les Chinois avaient fait un massacre sur la place Tiananmen et je ne pouvais pas tolérer ce massacre. Et donc, le Dalai Lama m'a dit, mais on fait venir quelqu'un de l'extérieur. Faites venir quelqu'un qui est à un autre niveau, dans une autre expérience. Et donc, ce qui est important dans cette organisation du vivant, c'est non plus la loi que l'on va faire appliquer à tout le monde, mais la viralité des expériences positives qui vont se répandre auprès de tous et qui vont faire qu'ensuite, il y aura effectivement une loi, mais une loi acceptée par l'ensemble de la population parce qu'elle aura été l'objet d'une viralité dans laquelle le catalyseur est celui qui fait la mayonnaise, est celui qui, avec sa cuillère, aide les uns et les autres à trouver le point commun, le point de communauté, à partir de leur singularité qui fait leur différence. Voilà ce système d'organisation auquel, naturellement, vous avez peut-être vu que j'étais complètement passionné. Mais comme Michel Cartier, je rame dans l'univers de la non-écoute, parce que, à la limite, j'aurais peut-être pu terminer par ça, pour que Jean-François ne m'empêche pas. Excusez-moi. Voilà, c'est ici. Hop, très bas. Ça tue tout, ça. Ça marche? Schopenhauer, Michel Schopenhauer, qui dit « Toute vérité passe par 3 stades. En premier lieu, on la ridiculise. Ça, ce sont pour tous les créateurs. En deuxième lieu, on s'y oppose violemment. Et ça, c'est mes habitants, en particulier les plus anciens, qui ont vu tout d'un coup leur pouvoir de domination disparaître au profit des jeunes qui étaient dans le pouvoir de création. Enfin, on l'accepte comme si elle est de soi. Et je pense que c'est ça le problème de l'innovation. C'est cette idée que, et c'est dur pour les politiques, parce que les politiques, il faut qu'ils se fassent souvent élire et surtout réélire. Et donc, quand ils sont dans cette situation à vouloir être en avance sur leur temps, quelquefois, ils ne sont pas réélus. Merci.